Bonjour à tous. Merci d'assister à ce talk sur la pollution numérique et l'éco-conception. Avant de rentrer dans le détail, je vais me présenter. Je m'appelle Julie Guillerme, je suis UX UI designer et je travaille chez Capgemini depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et pourquoi on va parler d'éco-conception aujourd'hui? Tout simplement parce qu'à titre personnel, je me sens très concernée par tout ce qui touche à l'environnement. Et un jour, je me suis posé la question de est-ce que lorsque je conçois des applications et des sites internet, est-ce que je pollue? La réponse est oui. Et donc, on va parler dans un premier temps de l'impact du web sur l'environnement. Donc, selon le directeur de The Shift Project, qui est une association qui œuvre en faveur de la transition énergétique, la pollution numérique, c'est tous les effets indésirables qui viennent de la surconsommation du numérique. Donc les effets indésirables, on va les trouver en matière d'environnement, de santé et de relations sociales. Et nous, on va évidemment parler de pollution environnementale. Donc la pollution environnementale, ça représente aujourd'hui 13,5% de la consommation d'électricité en France. Et si Internet était un pays, il serait le 3e plus gros consommateur d'électricité au monde, derrière la Chine et les États-Unis. Et d'après plusieurs études, il engloutit déjà entre 6 et 10% de la consommation mondiale d'électricité. Toujours au niveau mondial, la pollution numérique, ça représente 4,2% des émissions de gaz à effet de serre, soit 1,5 fois plus que l'aviation civile, et surtout cette part, elle est croissante de 10% par an. Et on estime que d'ici à 2025, le numérique, ça pourrait représenter l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre des véhicules légers. Comme ce qui apparaît déjà comme une idée reçue, ce n'est pas en premier lieu les data centers qu'il faut pointer du doigt, mais plutôt les équipements. Donc quand je parle d'équipement, pour aller sur Internet, vous avez besoin d'un smartphone, d'un ordinateur. Et les impacts sanitaires, ils ont lieu essentiellement lors de la fabrication et de la fin de vie de ces équipements électroniques. Par exemple, pour fabriquer un ordinateur, il faut 100 fois son poids en matières premières. Donc les matières premières, on va les trouver dans les sols, donc c'est ce qu'on appelle le minerai. Et tout ça, c'est un coût énergétique qui est très important, mais ça a aussi des impacts sur la pollution des sols et de l'air qui sont significatifs. Donc le gros de l'empreinte environnementale d'Internet, il se trouve dans les terminaux des utilisateurs, donc dans les équipements. On estime qu'en France, 50% des appareils numériques sont recyclés. Et cette part, elle tombe à 15% dans le reste du monde. Et tout finit dans des décharges sauvages en Afrique, en Amérique du Sud, en Chine, où les populations locales elles vont désosser les équipements et les brûler à l'air libre. Donc cette pollution, elle est visible et non négligeable. C'est la première. Au-delà de ça, les utilisateurs, les data centers et le réseau ne sont pas en reste, puisqu'on estime qu'un consommateur compte pour 47% des émissions de gaz à effet de serre émis par Internet, alors que les data centers représentent 25% et le reste des impacts, c'est pour les infrastructures réseau. Donc l'utilisation d'Internet, ça génère 20 mg de CO2 par requête Google. Ça représente à peu près l'équivalent de l'énergie d'une ampoule allumée pendant 1 heure. Au total, par jour, c'est 7 tonnes de CO2 juste pour les recherches Google. Donc, c'est à peu près 7 ans de chauffage d'un 3 pièces parisien. Et on estime à 25 kg de CO2 par an pour alimenter son ordinateur en électricité, soit un aller-retour Paris-Londres en avion. Également, l'ADEME a chiffré le bilan carbone d'un email à 20 grammes de CO2 à peu près. Il y a environ 34 emails par jour par collaborateur en France qui sont envoyés. Et si on prend la taille d'une entreprise de plus de 20 000 employés, ça fait 15 allers-retours par jour Paris-New York. Donc c'est énorme. Parmi tout ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler, le streaming, c'est un grand consommateur d'énergie. À lui tout seul, il représente 80% du trafic de données en ligne. En premier lieu, les vidéos à la demande de séries et de films représentent 31%, les contenus pornographiques, 27%, les vidéos de type YouTube, c'est 21%, et celles qu'on trouve sur les réseaux sociaux, c'est 18%. Le reste, c'est pour des usages un peu plus à la marge, comme Skype, par exemple. Et si on prend l'exemple du streaming vidéo, je ne sais pas si vous connaissez cette musique, mais la vidéo la plus vue sur YouTube, c'est Despacito, avec 6 milliards de vues. C'est l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 2 centrales nucléaires. Et en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'en simplement voulant écouter de la musique sur YouTube, par exemple, on va streamer de la vidéo et donc on va polluer.
Mais rassurez-vous, ce n'est pas que de notre faute, hein. Si on stream de la vidéo, c'est aussi parce qu'on est victime du système. Le design des sites est conçu de façon à les utiliser de la manière la plus intensive possible. C'est ce qu'on va appeler le design addictif. Donc en fait, on ne fait aucun effort pour en voir plus, hein, comme Netflix. Vous connaissez, je pense tous, l'épisode suivant qui commence dans 5 secondes. Et en fait, l'effort, il est requis pour arrêter d'en voir. Donc, quand on sait que Netflix alimente ses serveurs avec encore 30% d'énergie fossile, on peut vraiment se poser des questions autant en tant qu'utilisateur qu'en tant que designer. Et donc, du coup, en tant que designer, on peut penser au concept de l'éco-conception. En fait, on s'est rendu compte que le poids moyen d'une page a été multiplié par 115 en 20 ans, et pourtant, on ne lit pas 115 fois plus vite un article. Et en fait, les services en ligne, ils contribuent énormément au phénomène d'obsolescence programmée, puisqu'ils obligent les internautes à changer d'ordinateur, de smartphone, alors qu'ils sont parfaitement fonctionnels. C'est juste qu'ils sont plus assez puissants pour afficher les pages web, qui sont toujours plus lourdes ou toujours plus mal conçues. Donc, qu'est-ce que c'est que l'éco-conception? C'est la réduction des impacts environnementaux et économiques des sites et des applications en améliorant leur conception et leur réalisation à service rendu équivalent. Plus on va éco-concevoir tôt dans le cycle de conception d'un produit, et plus les leviers sont importants. En fait, les aspirations de l'éco-conception rejoignent énormément les enjeux de l'UX, sur de nombreux points d'ailleurs, l'utilisabilité, l'efficience, la performance. Et ces deux approches, elles vont tendre à proposer une expérience accessible, instinctive et simple pour offrir à l'utilisateur ce qu'il est venu chercher le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Il y a des choses sur l'éco-conception, notamment le livre de Frédéric Bordage, qui est un expert du numérique durable et qui est le fondateur de Green IT. Il a sorti un livre qui s'appelle Éco-conception web, les 115 bonnes pratiques. C'est divisé en 6 catégories. Il y en a pour tout le monde, hein, du fonctionnel à l'UX, à l'UI, à l'intégrateur, au dev, etc. Et moi, je vous en ai retenu quelques-unes. La première bonne pratique, c'est éliminer les fonctionnalités non essentielles. En fait, plusieurs études démontrent que 70% des fonctionnalités demandées par les utilisateurs ne sont pas essentielles et 45% ne sont jamais utilisées. Donc le geste clé de l'éco-conception web, ça va consister dans un premier temps à épurer au maximum la couverture et la profondeur fonctionnelle de l'application pour juste garder l'essentiel. Et on le voit hein, d'ailleurs avec les succès du web, hein, Twitter, WhatsApp, Instagram, ils ne proposent qu'un seul service et ils misent sur la grande sobriété fonctionnelle de leur application. Deuxième bonne pratique, fluidifier les process. Effectivement, le temps passé par l'utilisateur sur un site web, c'est le facteur le plus déterminant pour réduire l'empreinte environnementale du site. Il faut donc veiller à réduire au minimum le nombre d'écrans, d'étapes ou d'interactions inutiles, sans pour autant, d'autre part, charger les écrans et qu'ils soient du coup trop riches, trop complexes, et ce qui serait du coup contre-productif. Autre bonne pratique, less is more, effectivement, favoriser un design simple, épuré et adapté au web, privilégier l'utilisation de la CSS plutôt que l'utilisation d'images quand on le peut, et si on utilise des images, ne pas oublier de les compresser. Éviter l'utilisation de vidéos, surtout si elles tournent en fond en autoplay, ou alors vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez aussi les regarder en basse définition. Posez-vous la question aussi quand vous concevez un site internet, est-ce que je donne accès à une newsletter? Est-ce que c'est utile et important que j'envoie une newsletter à des personnes? Et après, des principes plutôt pratiques, utiliser la couleur et le contraste pour guider vos utilisateurs vers des points de repère qui sont importants dans votre site ou votre application. Réfléchissez à la manière de présenter le contenu à un utilisateur. La hiérarchie visuelle, ça permet à vos utilisateurs de se repérer plus efficacement. Go mobile first. Effectivement, lorsqu'on conçoit à partir d'écrans de petite taille, on va recentrer son processus de conception sur ce qui fonctionne. Et du coup, le mobile first, ça va vous obliger à hiérarchiser les données et les actions qui sont les plus importantes. Autre bonne pratique qui n'est pas forcément rattachée à l'UX, c'est privilégier des hébergeurs qui combinent des serveurs économes à des sources d'énergie renouvelables qui sont peu impactantes. Je trouvais ça intéressant. Quelques outils maintenant pour éco-concevoir. Carbon Analyzer, c'est une extension Firefox qui révèle combien aller sur Internet ça coûte au climat. C'est une extension de The Shift Project. EcoIndex, c'est un outil qui permet d'évaluer la performance environnementale, l'empreinte technique de la page et l'empreinte environnementale associée.
Ecometer, c'est un outil qui permet de passer en revue les 115 bonnes pratiques de votre site. Et je sais que HopQuest aussi a développé une checklist de 72 bonnes pratiques. Maintenant, quelques exemples. Depuis 2010, Greenpeace pousse les géants du net à alimenter leur centre de données en énergie renouvelable. Ils ont lancé un site internet qui s'appelle clickclean.org. Ça permet de découvrir les notes environnementales des GAFA. Et du coup, vous avez en un coup d'œil les bons et les mauvais élèves du numérique. En parlant de bons élèves, Facebook a pour sa part économisé la construction d'un data center et divisé le poids de ses requêtes par 2 simplement en changeant son architecture de données. Et aujourd'hui, les 2 tiers de l'énergie qui alimente les serveurs de Facebook proviennent d'énergie renouvelable. Pour Google, c'est déjà plus de la moitié et toutes ces entreprises elles se sont engagées à viser le 100% d'énergie renouvelable. 15 minutes, c'est un petit peu court pour vraiment aller en profondeur du sujet. Il y a beaucoup de choses. Du coup, quelques liens utiles où vous pourrez trouver beaucoup d'informations. Le site de Greenpeace, vous avez The Shift Project, qui est une association qui a pour but l'atténuation du changement climatique et la réduction de la dépendance aux énergies, de l'économie aux énergies fossiles. L'ADEME, qui est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et Green IT, qui est un think tank sur des enjeux du numérique durable et responsable. Voilà, je vous remercie beaucoup. Évidemment, pour faire cette présentation, j'ai dû aller sur Internet aussi. Et du coup, j'ai consommé l'équivalent de 8,6 km parcourus en voiture. Voilà, donc mon PowerPoint est dispo à tout le monde. Si vous me le demandez, vous avez toute la webographie. Et je tiens à dire que les illustrations et les images ne sont pas de moi. Je les ai prises à Scott Martin. Voilà. Merci à tous.